Vous savez, l'unité de la nation, généralement, c'est moins partisan, c'est généralement présidentiel. Je voudrais d'abord vous féliciter. Ce n'est pas par hasard que je vous ai reçu. C'est parce que j'estime que la parole, comme beaucoup le pensent, c'est la meilleure, c'est l'une des meilleures fonctions qui est donnée à l'homme. Les hommes l'utilisent différemment, d'autres pour mieux s'exprimer, certains pour mieux masquer ce qu'ils veulent, l'interlocuteur de choisir ce qu'il pense être bien. Mais il faut toujours se parler. Là où on ne se parle pas, souvent on se frappe. Et ce n'est pas la solution. Dans une société, il faut qu'on accepte les divergences, je dirais même les antagonismes souvent, pour préserver l'essentiel. Vous savez, récemment, j'étais devant des jeunes et à l'occasion de la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée, et je leur ai donné une leçon d'histoire et de morale, mais qui était destinée, je pense, à beaucoup d'autres Maliens. Je leur ai dit qu'en réalité, tout ce qui se fait dans nos pays, c'est du déjà vu ailleurs. L'histoire, les hommes font semblant chaque fois d'inventer. En réalité, tout ce qui se passe dans un pays, ça s'est passé ailleurs. Je vais donner l'exemple des transitions. Il y a un pays qui s'appelle le Soudan, où pendant des années, il y a eu des mouvements politiques qu'on a voulu trancher par la violence, entre chrétiens d'un côté et musulmans d'un autre, alors que c'était facile de s'asseoir, s'entendre, adopter la laïcité et laisser chacun faire sa religion. Mais en réalité, il y avait d'autres forces derrière, jusqu'à ce que ça aboutisse à la dislocation de ce pays en 2011. Nous nous sommes retrouvés avec deux pays, un musulman et un autre chrétien. On a fait des années. Au nom de la démocratie, la lutte a continué. Et un jour, les femmes, les jeunes, les intellectuels sont organisés pour exiger le retour, comme ils considéraient être, de la démocratie. Je vois encore cette dame dans sa tenue traditionnelle de femme soudanaise qui fait le tour des médias, ces jeunes qui ont perdu la vie. Le résultat, c'est que le Soudan s'est retrouvé avec un gouvernement hybride en quelque sorte. Les militaires qui étaient autour du président l'ont lâché. Ceux qui voulaient la démocratie se sont retrouvés. Ils ont cheminé à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont séparés. Au bout du compte, ceux qui marchaient pour demander la démocratie, beaucoup ont été tués, d'autres ont émigré, ils ne sont plus dans leur pays. D'autres se cachent. Il n'y a même pas le minimum d'espace de liberté. Il n'y a que les armes qui se parlent. Parce que, moi je pense, je peux me tromper, on a refusé la parole quelque part. On n'a pas voulu se parler. Parce que la caractéristique en Afrique souvent, c'est que quand les gens ne s'entendent pas, au lieu que ce soit des contradictions qui font avancer, on les transforme en antagonisme. On va à la confrontation et tout le monde perd. C'est généralement la plupart des conflits politiques en Afrique, c'est ça. Toutes les contradictions sont transformées en antagonisme. Et ceux qui ont un autre objectif, ils jubilent. Le cas du Soudan, le pays est détruit, les citoyens ont tout perdu, les chefs militaires sont en train de voyager pour chercher des soutiens. L'un des plus grands pays, sinon le plus grand pays africain, est disloqué. Je rappelle souvent aux jeunes, aux cadres, de toujours méditer ce qui est arrivé dans ce pays. Toutes les mesures qui nous frappent, on n'en a pas entendu parler. Là-bas, on a entendu qu'on a ouvert les chéquiers. C'est des pays pétroliers qui donnent l'argent. C'est les Européens qui reçoivent.
Il n'y a pas eu d'embargo. On ne nous a pas parlé de transition, d'élection, tout s'est fixé entre eux. Mais le fait de n'avoir pas su se parler a fait que tout le monde a tout perdu aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'au Mali, tout homme politique, en tout cas ce qui me concerne, tout homme politique, tout homme de presse, quel que soit ce qu'il dit, je jugerai utile de lui répondre non, mais je ne le traînerai jamais devant les tribunaux pour l'empêcher de donner son opinion. S'il dit la vérité, le temps lui donnera raison. Le temps, c'est le meilleur juge de la vérité. S'il ne dit pas la vérité, il va être rattrapé très vite. En général, l'opinion n'oublie jamais. Ça, c'est les hommes politiques et la presse. Mais il y a d'autres qui estiment que dès lors qu'ils ne s'entendent pas avec quelqu'un sur une approche, eh bien, n'ont plus rien à se dire. Chacun va de son côté, tout le monde tire le même pays, jusqu'à ce que l'inadmissible arrive, ou l'inacceptable. Ça, c'est une première donnée. C'est important que j'explique un peu à votre auguste personnalité ma conception du travail que je suis en train de faire. Parce qu'une fois qu'on le comprend, il y a des choses qu'on peut discuter. Parce que souvent, c'est antagonique complètement à la voix des autres qui n'ont pas forcément tort. La deuxième chose, c'est que je me dis que quand on défend un idéal juste, on peut être incompris à un moment. On peut être même combattu. Mais si on est convaincu de son idée, il faut rester ferme. Le temps est le meilleur allié de celui qui tient la vérité. Ça, c'est la deuxième conception que je me fais de l'action, en général, l'action politique en particulier. Bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a des conséquences. Quand vous faites un choix en politique, il faut assumer les conséquences. On va vous critiquer, on va vous insulter, on va vous trimballer, on va vous bénir. Mais il faut rester ferme sur ses convictions. La troisième chose, c'est que chaque fois qu'un régime politique est en place, je regarde objectivement qu'est-ce qui doit être ma contribution pour que le pays avance, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Ou lorsque j'ai la conviction que ce n'est pas pour le pays, quel acte je dois poser et avec qui pour arrêter ce que je considère, à tort ou à raison, en tout cas c'est mon opinion, comme étant un acte sans avenir qui peut conduire à la dislocation du pays. Ça, c'est vraiment trois principes qui sont cardinaux dans mon action politique. Enfin, c'est le partenaire. Est-ce qu'on est ensemble à un moment? Pourquoi? Jusqu'où on va s'arrêter et où est-ce qu'on vient? Je pars toujours du fait que les Maliens, on a la même histoire. Vous nous entendez, je suis de la Première République, je suis partisan de Modibo Keïta, de Moussa Traoré, de ATT, de Alpha Oumar Konaré, de Amadou Aya Sanogo, de Dionkouna Traoré, de Ibrahim Bokar Keïta, de Assimi Goïta. Mais en réalité, c'est la même histoire. Et chacun de ces régimes, pour parler trivialement, a ses cadavres dans ses placards. Quand effectivement on veut reconstruire le pays, il faut forcément connaître l'existence de ces placards. Mais s'y arrêter, ça ne construit pas le pays. Mais ne pas les ignorer. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On ignore ce qui a été fait avant. Et le monde commence par vous. Jusqu'à la prochaine fois, on vous balance, un autre vient, on dit que vous n'avez rien fait. On ne connaît même pas de vous quelque chose. Et on est dans un éternel commencement. Or, ma conception, c'est qu'une nation, c'est plusieurs générations qui la construisent. Il y a une qui met 10 briques, une ne mettra qu'une, d'autres mettront même une brique qu'on ne considère pas, mais il ne faut jamais oublier que tous ceux qui nous ont dirigés, comme dans notre culture, on dit que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne, c'est que ça a été décidé par leur destin qui doivent être à la tête du pays. Donc, tirer plus les leçons de leurs erreurs. Dans les débats politiques, on peut en parler, mais il faut en tirer les leçons pour ne pas commettre les mêmes erreurs et pouvoir avancer dans le pays. Une fois cette conception
que je me fais fixer, ça détermine tout le reste. Par exemple, parmi les hommes politiques, il y en a qui ne se parlent pas. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur tel point. On décide par exemple de créer la COFOP, Coalition des forces patriotiques, en 2018. Des gens se lèvent dans la salle, ils disent « Je ne peux pas être dans la même alliance que Moussa Mara ». Alors que vous avez tout préparé ensemble. Parce que lui n'est pas d'accord. On crée plus tard. Moi, j'étais là quand on a créé le M5. Je présidais les réunions. Après la grande manifestation du 5 juin 2020, on s'est réunis, nous avons dit que ce mouvement-là, pour qu'il porte, il faut aller vers tous ceux qui sont représentatifs, comme vous l'avez dit, et leur tendre la main. On ne peut pas ignorer, par exemple, que vous étiez à la tête d'un parti. Vous avez été Premier ministre, vous avez des ambitions présidentielles, vous les déclarez nobles pour le Mali. Mais il y a des gens qui ont dit non. Moi, je ne vais jamais être Moussa Mara. Si Moussa Mara est dans une affaire, il va me lâcher après au moment où je ne m'attends même pas. J'ai tout fait. Ceux qui étaient là-bas le savent. J'ai été mis en minorité. Parce que certains n'étaient pas d'accord. Maître Bathily, c'est moi-même qui ai fait démarcher les gens pour aller le voir, pour l'amener. Heureusement, il y a pas eu d'hostilité. Mais en réalité, est-ce que le fait d'être dehors et exprimer vos idées, est-ce que c'est peut-être plus constructif ou non que être là-dedans dans des antagonismes? Ça, c'est votre appréciation. Moi, je ne porte pas de jugement, je regarde les résultats. Je vois seulement qu'ils se disent on ne peut pas aller avec Moussa Mara dans une lutte parce que si on arrive quelque part, il va me laisser au service du pouvoir. Personnellement, je pense que si on est sûr de ces arguments, l'essentiel c'est de cheminer. Les partis politiques sont faits pour cheminer ensemble. Et lorsqu'il y a des divergences profondes, ils se quittent dans le respect, sans s'insulter, sans s'invectiver. Certains pensent que c'est un invectivant, un insultant qui pèse plus. L'expérience a montré le contraire. Et c'est pour cela que quand j'ai eu votre demande d'audience, surtout votre lettre, il y a beaucoup de sujets que je ne partage pas. Mais j'ai dit, quand un homme veut se faire entendre, il faut l'écouter. Créer une passerelle pour regarder vers l'avenir. Pourquoi? Parce que quoi qu'on dise, j'ai chahuté en disant au début, c'est le candidat président ou aussi le citoyen candidat. Votre personnalité ne peut pas être dissociable aujourd'hui de l'homme politique, du futur candidat à la présidence. Tout ce que vous faites, vous avez beau, comme on dit en politique, il n'y a pas de sincéromètre. Vous avez beau dire que vous êtes sincère, les gens vont dire non, il est en train de jouer. Mais j'ai dit, mais jouer aussi. La société, c'est comme s'il joue, il faut jouer. Et vous verrez le jour de la vérité, est-ce qu'il joue pour faire du mal ou il joue pour marquer ses buts? Mais dire que parce que vous le supposez n'est pas sincère, vous ne parlez pas avec lui, j'ai dit aux uns et aux autres, ce n'est pas ma conception. Il faut parler avec lui. J'ai eu même hier des gens qui m'ont dit non, Moussa Mara est dans une activité de communication. Il veut se présenter comme le seul qui peut parler à tout le monde. C'est le seul qui peut parler à l'opposition, au pouvoir, à toute la société. Donc, le vrai présidentiable, c'est sa campagne qu'il prépare. J'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas son droit? C'est son droit. Maintenant, est-ce que les questions qu'il pose là peuvent être discutées? Pour moi, c'est ça la question. Qu'est-ce que les gens pensent? Il a des idées, mais celui qui n'a pas des idées derrière la tête, ça veut dire qu'il ne travaille pas. Celui qui réfléchit, il écrit, il a toujours des idées pour la fête. On ne va pas à la mosquée pour se faire chicoter tous les matins. C'est pour aller au paradis. Donc si un homme public vient avec ses idées, il expose aux autorités, c'est pour être reconnu et apprécié. Pour qu'un jour, la nation se dise, cet homme-là, on peut compter sur lui. Nous avons aussi nos amis étrangers qui nous regardent. Ils se rendent compte qu'il y a une crispation au Mali. Et il y a un homme politique qui se lève, qui parle à tout le monde.
Il invite tout le monde au dialogue. Mais c'est une qualité de l'homme public. Maintenant, le fait de penser qu'il y a des arrière-pensées, il veut faire des calculs, mais ça, c'est la nature des hommes. On ne peut rien poser comme acte si on ne s'attend pas à un résultat positif ou négatif. C'est pour vous dire que personnellement, j'ai bien apprécié votre démarche. L'intérieur, il y en a qui doutent. À l'extérieur, il y en a qui applaudissent. Il dit Moussa Mara va être reçu à plusieurs titres. D'abord comme ancien Premier ministre, ensuite comme un homme public qui cherche à briguer le suffrage universel, ensuite comme un acteur politique qui veut parler à tout le monde, écouter tout le monde, se faire une conclusion et décider ce qu'il fait après. Mais chacun décider. Pourquoi avoir peur de parler avec lui? Parce qu'on le soupçonne de ceci, cela. Ça, c'est pas fait de la politique. Celui qui fait ça, là, il n'a qu'à rester chez lui. Parce que quand on gère les gens, même ceux qui sont contre vous, vous les gérez aussi. Donc si on dit qu'on ne parle pas avec lui parce qu'on n'est plus d'accord avec ses idées, ça veut dire qu'on ne veut pas travailler pour tout le monde. C'est comme ça que j'ai pris la décision. J'ai dit à tous mes collaborateurs, Moussa Mara va être reçu. On va faire une première discussion. Plus tard, si c'est nécessaire, ces discussions pourront continuer. On lui dira ce qu'on pense de son initiative. Elle est bonne, elle est mauvaise, on dira mon appréciation de ça. Pour le reste, il faut qu'on se parle. Tant qu'on ne se parle pas, notre pays va dans l'impasse. C'est d'ailleurs quand on est en contradiction qu'on se parle. Quand on s'entend surtout, on ne se parle même pas. On peut seulement dire la même chose et continuer. Je voulais faire, Monsieur le Président, cette introduction pour vous dire pourquoi moi, j'ai estimé qu'il était nécessaire de vous rencontrer et examiner votre document Unisson pour sauver la transition et le pays, qui a été écrit le 7 janvier 2024. Quand j'ai parcouru, en une première étape, j'ai pris la copie avec moi, je l'ai lu toute la nuit. Le lendemain, j'ai donné à certains, j'ai dit, quels sont ceux qui s'intéressent à la politique, comment vous voyez ce document? Certains m'ont donné leur avis. J'ai dit que je vais faire ma propre synthèse avant de rencontrer l'auteur, en espérant que cette rencontre va donner des résultats positifs pour les Maliens. Maintenant, que quelqu'un ait ses calculs ou non, c'est son droit. Tout homme politique est dans des calculs. Ils disent tous que c'est pour l'intérêt du pays. Arrêtons-nous à ça et avançons. Quand j'ai pris effectivement les problèmes que vous posez, la question de la paix au nord, sur cette question, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne dans notre tête. Vous savez, le 4 juin 2021, à l'occasion de la célébration de l'an 1 de la création du M5 RFP, moi je n'étais pas encore nommé Premier ministre, mais j'ai eu des rencontres informelles avec le président. Je savais aussi que le M5 avait porté son choix sur ma personne. J'ai rencontré la veille les principaux chefs rebelles. Le président m'a appelé le vendredi 3. Il les a présentés en disant que c'est celui-là qui va être le Premier ministre. Donc c'est lui votre interlocuteur, désormais. Je suis rentré. Le lendemain, je les ai appelés. Nous avons fait 2 heures. Et je leur ai dit, vous savez, nous avons une chance inouïe. Vous portez les revendications qui sont dites des ressortissants du Nord. Moi, j'ai vécu dans ma peau et ma chair ce qui s'est passé au Nord. Ce n'est pas à travers les livres ou les accords. Même le chef qui dirige l'Ansardine, on est de la même génération. Au lycée, à la même période, c'est les difficultés économiques, la sécheresse, l'injustice qui nous a fait abandonner. Lui, il est allé en Libye, moi, je suis allé au Niger. J'ai fait là-bas les Baragnini, comme on dit en Bambara, pendant 1 an. Et le destin a décidé que je retourne. Je suis revenu reprendre l'école. Et je suis Premier ministre aujourd'hui. Proposé au président par les forces leaders du changement. Donc, porteur d'une certaine légitimité. Même si je ne me trompe pas que c'est la confiance du président
qu'il faut toujours avoir en arrière-pied. Parce que c'est lui que le peuple a investi à travers la Cour suprême. Et il a confirmé cette confiance. Donc si nous sommes deux ici, trouvons les solutions à nos problèmes. Proposons au président, je vais travailler pour qu'à deux on convainc, mais il y a une chose qu'il faut qu'on bannisse. Il ne faut jamais que nous apparaissions comme des citoyens de première zone. Tout avantage que nous allons avoir, qui n'est pas partagé ou octroyé ou autorisé par les autres citoyens, n'a aucune portée historique. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Il faut que les autres Maliens de Caï, de Sikasso, de Bamako soient d'accord avec ceux du Nord. Ils peuvent même donner des cadeaux, mais c'est au nom de la unité. La paix n'a pas de prix. Mais si on fait des combinaisons entre nous, les politiques, des forces étrangères, pour imposer une façon de voir au reste des Maliens, ça ne marchera pas. C'est ce que j'en ai discuté pendant 2 heures de temps, vendredi 3 juin 2021. On s'est bien compris, on a fait de belles photos que j'ai gardées. Pour moi, on a pris la bonne voie. Ensuite, j'ai été nommé Premier ministre. Avant d'être nommé, j'étais fait tenir un discours au meeting du M5RFP. Ce jour-là, je me rappelle très bien. J'ai dit à tout le monde qu'il est grand temps que le Mali regarde vers d'autres horizons, qu'on laisse au Mali la liberté de regarder ailleurs, en plus de ses partenaires historiques, et renforcer sa sécurité et restaurer la dignité du Mali. Parce que ma conviction, c'est que les instruments politico-juridiques qu'on avait et militaires ne permettaient plus à l'État malien d'exister comme un État unitaire. Le reste, c'était de la délation, en attendant le réveil brutal des Maliens quand toute une génération va disparaître. On va se réveiller et constater qu'il n'y a plus rien, le pays est divisé. Et ça, on le connaît dans l'histoire. On a fait traîner et pourrir une situation et aboutir à une division. Donc, il fallait autoriser le Mali à regarder vers d'autres horizons. La deuxième chose que j'ai dit ce jour-là, c'est de dire aux uns aux autres que la voie qu'on va prendre, en tout cas si moi je suis nommé Premier ministre, ce que j'ai vu dans les idées du président, auxquelles je vais rester fidèle parce que ça correspond à ma conviction. Ce que j'ai vu là, nous allons rencontrer des vents contraires très puissants et des grandes tempêtes de sable. Certains vont tomber, mais tenons-nous la main. Jusqu'on arrive à une berge heureuse. Ça ne va pas être un chemin facile. Ça, c'est les 2 actes de mon discours. Le 4 juin 2021. Quelques jours après, le président m'a fait l'honneur de me désigner Premier ministre. Et dans le premier discours, alors que les forces étaient divisées, certains dans le M5 ne voulaient même pas entendre parler de l'accord auquel notre État avait souscrit. D'autres disaient qu'il faut l'appliquer comme tel, que ces personnes ne l'appliquent pas, qu'on n'avance pas. Moi, j'ai mon idée là-dessus. Au premier discours, on a introduit l'application intelligente de l'accord. Ça veut dire quoi? Qu'on continue à se parler, avancer et éviter les positions extrémistes. On l'a introduit effectivement, l'application intelligente de l'accord. Le président, dont je connais l'orientation déjà, le groupe d'officiers qui l'entourent, qui ont fait la moitié de leur vie au nord, auquel on ne peut rien raconter de ce qui se passe au nord. Nous, on regarde les livres et les médias, mais ils l'ont vécu. On les a empêchés de rentrer à Kidal. On les a pris en otage. Ils ont une idée. J'ai compris que si on les suit, on ne va pas regretter. Si j'avais le moindre doute, je vous jure ce jour-là, que ces officiers-là étaient capables d'aller jouer dans tous les sens comme ils étaient habités, moi j'allais leur dire de me libérer. Mais j'ai été convaincu qu'il leur faut un soutien politique fort
parce qu'ils ont des idées de la dernière chance pour le Mali. On n'en a pas discuté, mais je fais ma conclusion. Et surtout quand j'ai vu la première phase de la transition, comment elle s'est passée par rapport aux exigences du peuple. Parce que si on les résume, le peuple exigeait qu'il y ait la sécurité. Il exigeait de lutter contre l'impunité et la corruption. Il exigeait qu'il y ait un organe unique et indépendant, parce que la crise électorale est partie de la contestation des élections. Il exigeait qu'il y ait des réformes qui ont été demandées par la CEDEAO depuis les élections de 2018. Une délégation dirigée par le ministre nigérian des Affaires étrangères a déposé un rapport pour dire qu'il ne faut plus faire d'élections au Mali sans faire les réformes. Or, en 2020, on n'a pas fait de réformes, on a fait les élections. On demandait une nouvelle constitution. Une constitution où les Maliens vont être majeurs. On ne va plus choisir quelqu'un. On choisit Choguel Maïga. C'est Yacouba Touré, son fils ou son cousin qui dirige le Mali. On ne peut plus diriger le Mali par procuration. Il faut écrire là-dedans que quand on a la charte de haute fonction, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Parce que la Constitution était devenue un moyen pour certains membres de ce que j'ai appelé l'oligarchie plutocratique qui a pris le Mali en otage pour faire ce qu'il veut. Et ça ne peut plus continuer. Il y a des exemples qu'on a vécus. Souvent on dit qu'on fait la propagande. Moi je les rappelle aux uns aux autres. Vous avez été primé. Vous savez qu'ici à l'ACI 2000, le mètre carré, c'est plus d'1 million. Mais les membres de l'oligarchie se sont passés ça à 1000 francs. L'aéroport, l'État l'a construit à 40 milliards. Certains membres de l'oligarchie sont retrouvés. Ils ont changé la donne. C'est un étranger qui empoche tout. L'État malien n'a rien. Le peu qu'il a, c'est transféré dans des comptes offshore. Pas des gens qui sont des grands dirigeants. En quelques années, l'État malien pouvait reconstruire un aéroport. On a continué la même chose dans les mines. On a trouvé des gens avec des permis miniers. On se demande, mais qu'est-ce que ces gens-là font au Mali? Pourquoi les domaines stratégiques comme ça, comme par exemple le lithium, c'est pour des individus? L'État gagne des miettes. On trouve ça là. Les militaires meurent, on les met dans des fosses communes. C'est vous-même, vous savez, des camions de transport de 40 millions, on les facture à 400 millions. Vous en avez parlé une fois, ça veut dire que vous savez. Pendant ce moment, les Maliens mouraient et des hommes faisaient ce qu'ils voulaient. On prend les terres des Maliens, on fait un conseil des ministres, parce qu'on est membre de l'oligarchie. On transforme l'objet pour exproprier les pauvres citoyens, pour donner cette richesse à des individus qui sont autour du pouvoir ou qui sont des partisans du pouvoir. Je m'en arrête là. Nous sortons des milliards, vous avez voté des milliards. En tant que chef du gouvernement, vous avez présenté des budgets, on a voté des milliards pour sauver les militaires. On ne donne pas. Les militaires vont au front, ils sont 100, 200, on donne 50 fusils. Quand ils viennent au front, ils n'ont qu'un chargeur. L'ennemi a tout un collier de balles. On les élimine tous, on les met dans une fosse commune, les autorités viennent, on fait des discours, on pleure et puis on s'en va. On se rend compte qu'il y a des individus qui s'enrichissaient. Les Maliens meurent de Covid. Les fonds destinés à la Covid sont sortis des caisses de l'État malien. Des individus vont ramener ça dans des caisses pour se redistribuer à Bamako. Celui qui parle, on te corrompt. Si tu refuses, on te menace de mort et la vie continue. Et le dessein du Mali, en réalité, c'est la désintégration à la fin. Avec cette lecture, moi je me suis dit que ces militaires-là, c'est la dernière chance pour le Mali. Et eux, je crois qu'ils ont compris que la vague de changement que le peuple malien exige, il faut qu'il l'accompagne. C'est comme ça que les assises ont été implémentées par le président de la transition. Au début, il y a eu des réunions, des partis qui ont fait des résolutions pour dire qu'on n'a plus besoin d'assises.
On a entendu des présidents féliciter notre chef d'État pour dire qu'en 7 mois, il a fait plus que d'autres n'ont fait en 3 ans, lesquels autres ont été tenus à bout de bras jusqu'à leur disparition. Mais le président nous a réunis, il nous a dit qu'il veut aller dans le champ du changement. Il faut tenir les assises. La seule chose que le président m'a conseillé, il a dit faites en sorte que les Maliens adhèrent majoritairement à ce que vous allez faire. Il ne faut pas que les Maliens aient l'impression que le gouvernement veut leur imposer quelque chose. Il faut qu'ils aient plutôt l'impression que nous voulons structurer son souhait pour le rendre praticable dans une bonne gouvernance. Mais ce jour-là, j'ai signé personnellement la lettre à plus de 200 partis politiques. Je les ai rencontrés personnellement. Le président qui suit à distance le lendemain me demande entre vous comment ça s'est passé. J'ai dit il faut nous laisser, on se connaît. On a fait 5 heures de débat. Les camps, c'était ceux qui disaient les élections tout de suite, qui déniaient toute légitimité au Premier ministre, qui nous accusaient même d'être des prisonniers en divagation, qui devaient être poursuivis. Ça, c'était les avis de certains. Il y en a qui disent qu'il faut les assises. Il y a la majorité qui observait cette affaire. Deuxième séance, j'ai fait 3 heures de temps. Les hésitants ont compris, ils ont commencé à être majoritaires. Ensuite, les ministres d'État chargés de la refondation, les ministres de l'administration territoriale de décentralisation, le ministre de la refondation et madame les ministres des réformes politiques institutionnelles ont continué à parler, à se réunir avec tous ceux qui comptent au Mali. Et pendant cette période-là, que n'a-t-on pas entendu parler? Le Premier ministre clivant, partenaire de la dictature, il ne veut pas du changement. À l'intérieur même du M5, des groupes se sont formés pour le déstabiliser. On fait des petits groupes, on va voir les militaires. Il faut faire attention à lui, comme si les militaires ne disaient pas. J'ai dit à certains, si vous n'avez pas attention là, les militaires, ils sont formés dans les mêmes écoles que nous. Ce n'est pas comme les tirailleurs sénégalais là qui savaient que tuer. Soumaré a dit qu'au Mali, il doit y avoir désormais des soldats bâtisseurs, pas des soldats tueurs. Mais en plus, ils font la stratégie et ils avancent masqués. Au moment où vous allez rendre les intentions là, on va se retirer au ultime. Donc il y a beaucoup qui les sous-estiment, ils vont les voir, les premiers c'est ceci, ils écoutent, ils ne disent rien à personne. Et moi, je me suis assis la conviction qu'avec ces jeunes-là, certains m'ont dit pourquoi j'ai dit jeunes. J'ai dit jeunes, ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas. C'est leur âge. Moi, j'ai l'âge des papas de quelqu'un, 68 ans et 37 ans, c'est comme ton enfant. Mais si tu m'amènes dire de libérer Kidal, c'est bonjour les dégâts. Mais si tu amènes Assimi Goïta, un Sadio Kamara, 40 ans, tu les amènes là-bas, c'est leur métier. Mais ils ont besoin de soutien populaire. J'ai expliqué aux uns aux autres, si vous ne les soutenez pas, on va tous le regretter. En tout cas, moi, je ne ferai pas partie de ces gens-là. Et j'avais dit à tout le monde depuis ce jour-là, je vais prendre l'engagement. Tant que je ne m'assois pas avec eux pour discuter de qu'est-ce qu'on fait après la transition, je n'en parlerai avec aucun homme politique. Le jour où on aura la discussion, j'irai exposer les avis. Ceux qui sont d'accord, ils vont suivre. Ceux qui ne sont pas d'accord ne vont pas suivre. Parce que la démocratie, là, on n'est pas dans une caserne. Le pays, c'est comme un jardin. Il faut laisser toutes les fleurs fleurir. Votre opinion, je ne suis pas d'accord, la mienne est là. À un moment de l'histoire, c'est vous qui avez raison, mais à un autre moment, c'est vous aurez tort. Donc, j'ai dit à tous ceux qui sont pour le changement, faisons tout pour qu'aucun tort ne vienne du mouvement, en tout cas, qui a piloté les changements. Les ambitions personnelles, c'est autre chose. Le président nous a soutenus à bout de bras. Les ministres ont fait le tour des partis politiques, des associations, de la société civile, et ils ont organisé les 24, 25, 26 octobre 2022, 21, août 21, les
la réunion des forces vives. C'est ce jour-là, le 25 septembre 2021. Parce que souvent, au Mali, on oublie l'histoire. Il y a beaucoup qui déforment maintenant. C'est ce jour-là que les Maliens ont clos définitivement le débat, en disant qu'ils vont aller ce que le gouvernement veut, aller vers les assises nationales de la refondation. C'est comme par un hasard de circonstances, mais je crois que ceux qui savent, ceux qui analysent savent bien que ce n'est pas le hasard. Parce que c'est ce même 25 que nous avons porté la voix du Mali, la voix de son président, une voix de détresse mais déterminée à ne rien céder sur son autonomie, son indépendance aux Nations Unies, à la 77e session des Nations Unies, où nous avons dit clairement que ce qu'on nous présente ne peut pas nous aider. On nous trahit. Quand des soldats sont dans une guerre, tu trahis ton ami, tu le tires dans le dos. Pour adoucir, on a appelé à laisser en plein vol. J'ai expliqué à mon conseiller qui est là, il m'a demandé mais qu'est-ce que ça veut dire. J'ai dit mais quand on est dans un avion, arrivé quelque part, une personne ouvre la fenêtre, il te dit de sortir. Mais c'est pour que tu ailles mourir. Or, c'est ce qu'on faisait au Mali. Je l'ai dit là-bas. Et je l'ai dit au nom du président, au nom de la population et pour l'histoire. Depuis ce moment, nous avons décidé de ne plus reculer. Les assises, il y a des forces qui ont dit qu'elles n'iront jamais aux assises au Mali. Quand on arrive à un certain stade, le président de la transition, chef de l'État, comme le père de tous les Maliens, a pris son bâton lui-même en personne. Il a reçu certains en tête-à-tête. Il a fait une réunion globale. Malgré tout, il y a des gens qui ne vont pas aux assises. Notre armée a préparé ce que j'appelle la grande offensive militaire à partir de la mi-décembre pour attaquer directement, amener le terrorisme dans les sanctuaires de terrorisme. Avant, on s'assied, ils viennent tuer nos gens, ils s'en vont, on raconte sur les radios. Cette fois-ci, c'est l'armée malienne qui a porté le fer dans le camp des terroristes. Voici comment les choses sont passées. Quand les assises sont finies, mais il y a des Maliens qui sont allés le jour des assises, se montrer à la télévision, dire qu'ils ne viendront pas, qu'ils sont en train de discuter avec les chefs rebelles qui sont leurs alliés. Parce qu'ils ne croient pas au fait qu'on pas réussir. Personnellement, quand je suis rentré dans mon bureau, les premiers textes que j'ai signés, c'est lors de mission du ministre de la Défense, qu'on a empêché d'aller en Russie, qu'on ne recevait même pas en audience. Deuxième chose, j'ai appelé un ami, je l'ai dit, il sait, il m'entend, avec qui j'étais depuis 2015, tous les vendredis je le rencontre. Je lui ai dit que cette équipe-là ne peut pas faire le bonheur du Mali. Mais un jour, il y aura des patriotes. Préparons-nous pour les aider. Je l'ai appelé, c'est la deuxième audience, j'ai fermé mon bureau. Je lui ai exposé le problème. Il m'a dit, tu sais, on nous a dit depuis 2016 de nous préserver. Parce que la communauté internationale, particulièrement la France, ne quittera jamais le Mali. Parce que ce qu'il y a dans le sous-sol de Ménaka seulement, c'est supérieur à ce qu'il y a dans certains pays du Moyen-Orient. Donc, une équipe va durer au pouvoir, elle va partir, une autre va venir, mais penser qu'on va rebouler, on va rebelloter, que le Mali devienne comme avant, ça ne se fera pas au Mali. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que toi tu penses? Il me dit qu'il y croit honnêtement. Il a quitté mon bureau, on s'est quitté. Moi, je respecte son opinion, je n'étais pas d'accord avec lui. Jusqu'à récemment, il paraît qu'il est dans les mouvements rebelles. Donc, quand on a une vision comme ça, on a la chance d'avoir des hommes sur qui reposer. Il faut de la volonté, de la détermination. Les soldats maliens qui étaient devenus la risée du monde avaient besoin d'un moral de fer et d'acier. Les chefs militaires qu'on a fait passer pour des généraux milliardaires, parce que c'est comme ça qu'ils ont formaté nos militaires. Tout militaire rêve d'être général milliardaire. Les intellectuels, être chef de parti. J'ai reçu ici un parti, j'ai demandé quelle est votre profession. Et vous imaginez-vous, je ne vais même pas vous dire. J'ai dit, mais vous pouvez faire la politique. Mais quelqu'un qui n'a même pas son prix de condiment, il est chef du parti.
Or, on connaît la mentalité de notre société. Même ta femme, si tu ne peux pas payer ton prix de condiment, elle ne va pas te suivre. Mais c'était devenu une profession. On a créé le financement des partis, on prend 2-3 milliards, on donne un peu à tout le monde, et puis on prend 2 milliards 500, on les distribue à ceux qu'on veut pérenniser. Les gens vendent la terre. Vous partez à la frontière, même hier le président en a parlé. L'eau, on empoisonne les populations. Certains prennent de l'argent. Ils salissent tous les notables. Des générations sont détruites. Ceux qui font ça, on vient dire, oui, c'est les chefs de village, c'est les... alors que ce n'est pas tout le monde, c'est quelques-uns qui font. C'est les membres de l'oligarchie, des politiques, des juges, des militaires. C'est eux qui s'entendent sur le dos du Mali. Et le Mali était appelé à disparaître à l'avenir. C'est à ça que l'équipe actuelle a décidé de mettre fin. Et nous avons décidé de serrer nos coudes autour du président de la transition. Quand les assises sont finies le 30 décembre, la même nuit, on a envoyé une délégation voir la CEDEAO. Je ne reviens pas sur toutes les péripéties, vous savez la suite. Ça aboutit au 14 janvier que vous connaissez. Ça aboutit à là où nous sommes. Et en 2023, nous avons réuni les preuves que les mouvements terroristes dans notre pays est créé, entretenu, financé, pérennisé par des États. À partir de ce moment, nous avons dit, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a son pied sur une aiguille de vous retrouver l'aiguille dans la maison. Il faut leur dire de partir. Nous avons vu toutes les collisions qu'il y a entre ce qu'on appelle les forces internationales et certains États. La stratégie, c'est la vassalisation de l'État malien, la perte de confiance au peuple malien. Nous avons dit, si c'est ça, on a fait un divorce à l'amiable. Mais au début, on nous a dit qu'on ne peut même pas, parce que les Maliens, même, on les a formatés de manière qu'ils ne croient même pas que cela est possible. Parce qu'il y a des pays africains qui ont eu la même faveur depuis 2018. Ils sont là-dedans. Donc les Maliens font de la fanfaronnade. Grâce à la détermination des militaires maliens, auxquels je rends hommage ici, grâce à la clairvoyance du président et de l'accompagnement dont nous avons fait preuve, nous avons dit, écoutez, la maison est en train de brûler. Quand une maison brûle, on ne passe plus le temps dans les débats qui a mis le feu. On éteint d'abord le feu. Mais quand le feu est éteint, il faut avoir l'intelligence, la sagesse, le courage politique et la vision historique pour se dire que ça, ce n'est que peut-être 25%. Et c'est ce que vous avez dit. Pour reconstruire l'appel, c'est tous les Maliens. Pensez que ceux qui ont fait la guerre et leurs alliés seuls peuvent faire la paix, on ne construira pas une nation. La nation, c'est tout le monde, avec sa diversité. Et c'est pour cela que chaque fois que quelqu'un appelle à l'unité, à réunir les Maliens, même si on n'est pas d'accord, il faut l'écouter. Parce qu'on trouvera quelque chose à apprendre. Aujourd'hui, à l'armée à Kidal, beaucoup pensent que c'est fini, mais ils n'ont rien compris. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Il faut parler avec tout le monde. Mais les messieurs auxquels vous dites de parler de la CEMA, vous imaginez quand nous avons dit aux forces internationales de partir, qui a tué les gens à Gao? Qui a tué les gens à Tombouctou? Qui a organisé les assassinats dans le bateau Tombouctou? Nous avons les preuves que c'est des pays étrangers en collision avec les mouvements terroristes et qui nous ont empêchés de montrer les preuves aux Africains. Celui qui va assumer ça publiquement, qu'est-ce que vous attendez de lui? Celui-là ne cédera jamais jusqu'au jour où il saura qu'il faut céder ou il va tout perdre. Ces mouvements-là, personne n'a donné un récépissé au CSP ici. Les gens ne savent même pas ce que c'est. Ça a été formé à l'extérieur, dans les cabinets des services secrets d'un pays étranger. On a mis les gens là-dedans. Depuis que ces choses-là ont commencé, on n'a plus entendu parler de CEMA. Ah, CSP, les rebelles. C'est un discours qui ne nous trompe pas. Nous ne sommes pas venus de la dernière pluie. Ils ont changé de discours. Et ceux avec qui on s'est entendu, qui doivent quitter notre pays, on se donne rendez-vous à 10h, on vient, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6h.
Sauf qu'ils ne savent pas que nous, on s'est préparé de longue date. Toutes les armes blindées qu'ils ont transmises aux terroristes la nuit pour venir s'opposer, dès leur départ, on les a tous détruits. Ils ont miné la ville pour que tous nos soldats meurent avant de rentrer à Kidal. On a tout déminé méthodiquement. Certains, bien sûr, il n'y a pas de guerre propre. Certains ont fui pour faire la propagande, l'armée est en train de raser les gens. Mais regardez ce que le général Gamou est en train de faire. Ce n'est pas pour rien que je l'ai reçu personnellement ici, pour lui dire qu'il doit travailler pour l'histoire. Il n'est plus question de dire j'ai gagné, c'est tout. Le gouverneur d'une région, particulièrement de Kidal, c'est pour tout le monde. Même ceux qui n'étaient pas d'accord qu'on éteigne le feu, maintenant que c'est éteint, tous ceux qui acceptent les 3 principes qui sont édictés dans l'article 33 de la Constitution du Mali, il faut leur ouvrir la main. Parce que c'est ensemble que nous allons reconstruire le Mali. Il y a des États qui ont pensé que nous, on a quitté Brahma pour aller chez Ibrahima et nous vassaliser. Ils se sont trompés. On vient de m'accorder un communiqué, moi j'étais un peu au courant. Nous sommes sortis de l'accord dit d'Alger. Nous y sommes sortis. Parce que ceux qui, au nom de cet accord, sont allés tuer des Maliens, sont les premiers à le déchirer. Nous n'avons pas déchiré. Nous y sommes sortis pour que personne n'ait des instruments juridiques pour aller manipuler les choses dans les réunions internationales. Nous avons assisté récemment à Kampala à une réunion de non-alignés de 77 où des pays sont allés manipuler les textes. Quand on a demandé qui est l'auteur, personne n'a répondu. On dirait un petit voleur que vous prenez avec son doigt dans une bouteille de confiture. Mais on a dit d'où vient ça? Il n'y a pas eu de représentant. Mais certains sont allés manœuvrer dans les coulisses pour nous ramener à 2015. Un accord dans lequel on fait tout pour que la maladie dure, qu'elle se métastase, qu'elle se cancérise. Sinon, le président, pour mettre fin à tout ça, a demandé aux Maliens que désormais, il n'y a plus de négociations en dehors de Bamako. On le fait à Kidal, on le fait à Menaka, on le fait à Taoudeni, on le fait à Sikasso. Mais on ne va plus prendre nos bagages et aller dans un pays étranger parler de nos problèmes. Et d'ailleurs, moi j'ai fait un rappel l'autre jour à Sikasso. Le terrorisme en Algérie, l'État a tenu grâce à son armée. Pendant 10 ans, c'était la colonne vertébrale de l'État algérien. Sinon, il allait s'effondrer. Mais c'est la même chose chez nous. Quand ils ont eu la paix, ils ont lancé la réconciliation. Mais l'église Saint-Egidio les a appelés pour aller faire un accord définitif avec le Front islamique du Sali. Mais au nom de leur souveraineté, l'État algérien a dit non. Les problèmes algériens se discutent en Algérie et non ailleurs. Mais qui leur a condamné? Chez nous, il y a des gens qui viennent tuer des populations, qui les assument, qui vont s'enfermer avec les services secrets français. Il faut une semaine. Ils changent d'avion, ils viennent en Algérie, on nous dit allez-y négocier avec eux. Mais on va négocier quoi? C'est à eux de rejoindre le Mali et venir dire qu'ils sont prêts à négocier. Nous ne partirons plus chercher quelqu'un pour le prier qu'on fasse un État dans l'État. Vous savez ce qu'il y a à Kidal? Il y avait des États dans l'État. Il y avait des organisations qui ont des papiers en tête, qui délivrent des permis, qui délivrent de l'or. Des milliers de Soudanais et de Tchadiens viennent au nord, on exploite l'or depuis 10 ans. Où va ce tort-là? C'est ceux qui sont au service d'un objectif. Les PRS, on vient à Bamako, on corrompt l'oligarchie et on maintient les Mali en otage. Je vous assure, monsieur le Premier, c'est à cela que l'équipe actuelle, sous la haute direction de Assimi Goïta, a décidé de mettre fin. Il n'y a rien d'autre. Même l'accord là, on a dit qu'on y est sorti. Vous savez, l'accord là, c'est entre l'État malien et des groupes non étatiques. Et aujourd'hui, c'est des États qui font les porte-paroles par procuration. Nous avons dit qu'on sort de ça. C'est comme un acte de mariage, et un ministre l'a dit tout de suite. Et vous êtes marié, il y a quelqu'un qui observe votre mariage. Chez nous, on dit Demba. Vous décidez de vous divorcer. Et vous vous dites que vous n'êtes plus dans le mariage. Et le Demba, là, qu'est-ce qu'il a à dire là-dedans?
Mais c'est ce qui arrive au Mali. Nous ne sommes plus là-dedans. Pourquoi quelqu'un d'autre qui est un simple médiateur vient dire qu'il faut que lui fasse des accords? Mais nous ne sommes plus des enfants. Les directions des pays là qu'on appelle, on les caresse dans le sens du poil, on les met dans des chambres, on les fait filmer, ils font du n'importe quoi. Après ils reviennent, ils se cravatent dans leur pays, on garde à la prochaine session pour les bagabaga et les faire ce qu'on veut là. Ça c'est terminé. Parce qu'ici on a vu un ministre de la Défense qu'on a fait démissionner pour le simple fait de dire qu'un tel pays ne doit pas être dans leur pays. La semaine suivante, on l'a monté dans tous les sens dans sa vie privée et on l'a obligé à démissionner. Chez nous, on dit on va signer l'accord, il faut les femmes, les jeunes, les vieux. Mais c'est un accord technique. Qu'est-ce que cette affaire de femmes et de jeunes et de vieux vont faire là-bas? Mais c'est pour nous embourber. Les gens vont, tu changes de turban, on te donne l'argent, on vous ouvre les hôtels, les chambres, il y a à boire, à manger, ce que tu veux, vous passez votre temps, vous revenez à Bamako, on dit ils ont signé. Mais les techniciens, ils morfondent. Moi, j'ai eu à poser la question au ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, mais toi là, il y a des Maliens qui disent que c'est toi-même qui as signé l'accord. Pourquoi tu défends le contraire? Vous savez, les diplomates, c'est des gens très souples. Il m'a dit, tu sais, moi, j'ai des chefs qui ne me laissent pas en plein vol aujourd'hui. Quand je pose des actes, ni Assimi Goïta, ni les premiers ne me laissent pas en plein vol. Donc, j'agis avec assurance. Quand je suis dans un pays où, dès que je mets des réserves, on téléphone à Bamako, on met ce qu'on veut, qu'est-ce que je vais faire? On a vu un énergumène ici qui s'est mis à enseigner l'Azawad sur le territoire malien. Mais quand les Maliens sont soulevés pour le renvoyer, quand le ministre des Affaires étrangères l'a déclaré personne non grata, est-ce que vous savez qu'on a téléphoné d'ailleurs pour menacer les autorités? Et puis l'on dit non, c'est un ministère indiscipliné, en compte là. Ça, c'est ce qu'on appelait en plein vol. On l'a laissé, on ne lui a même pas donné de parachute. Et maintenant, on travaille en équipe. Les décisions stratégiques, le président ne les prend pas seul pour qu'on se mette à gesticuler après pour défendre. On s'explique pour avoir le bien fondé. Cet accord-là, on a décidé d'en sortir. Que personne ne l'utilise dans les réunions internationales pour encercler le Mali. Celui qui veut venir négocier, il vient chez nous, on parle. On ne va plus traiter les problèmes du Mali par procuration. Et le Mali ne sera l'état vassal de personne, que tout le monde se l'entende pour dire. On ne va pas quitter Ibrahim pour aller chez Ibrahim. On va être à Bamako. On va être à Kaye, à Sikasso et à Sou. Pour que vous compreniez bien le sens de cette sortie du Mali de l'accord. C'est on dit non, vous avez dénoncé, c'est des dénonciations. Ça, c'est des jeux de mots. Nous, on n'est plus là-dedans. Nantala. L'autre a dit qu'il était déjà sorti, en commençant à tuer nos populations. Mais le médiateur, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? Et M. Balma Kuntigu, comment dire, les mariés et la femme disent qu'ils ne sont plus dans le mariage. Eh bien, bon, on devait mal là ça, pour que vous compreniez très bien ce qui se passe. Nous n'avons rien cassé. Nous avons décidé que le peuple malien s'assume. Nous avons décidé que tous les pays comprennent que personne ne doit compter sur la vassalisation du Mali. Moi, j'ai reçu personnellement ici le ministre algérien des Affaires étrangères. Quand on a laissé un certain pays en plein vol, son président l'a envoyé par avion spécial, venu dans mon bureau me remercier et féliciter le Mali. Nous avons eu les larmes aux yeux quand nous nous sommes rappelés du combat que le Mali a fait pour la souveraineté et l'indépendance de l'Algérie, qui est inscrit dans les livres d'histoire. Ce jour-là, on a même la phrase célèbre que l'homme est né en Afrique. Son berceau, c'est l'Afrique. Mais le colonialisme, son tombeau sera en Afrique. Mais on se dit tout ça. Et puis des pays vont se mettre à nous donner des leçons. On traficote tout, on se rend compte, il y avait un réseau, tous ces pays qui disent amis, chacun fait son propre agenda. Mais l'aménagement, pourquoi un pays va se plaindre que nous on a dit à l'aménagement de partir sans l'informer, sans avoir son aval? La transition, quand on a fixé les délais, pendant qu'on était en discussion avec nos pays de la CEDEAO, il y a un qui se lève, il va y dire la transition c'est 16 mois. Il n'a pas parlé avec nous, il n'a parlé avec personne. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est terminé.
Dans ces conditions, Monsieur le Premier ministre, nous avions décidé à un moment donné de l'histoire, c'est bon que je vous le dise, vraiment tous ceux qui veulent éteindre le feu, qu'ils soient ensemble. Mais aujourd'hui, conformément à ce que vous dites là, nous devons avoir la modestie, l'intelligence et la lecture historique des événements pour se dire que la victoire militaire, ce n'est qu'une partie. C'est la paix qu'il faut gagner. Il faut faire en sorte que personne ne vienne ici dire qu'il n'y a rien dans sa région. Parce qu'il y a des faux types qui sont à Bamako. J'ai renvoyé ce que j'ai trouvé dans mon cabinet. Des gens qui ont fait 15-20 ans dans des projets chargés du Nord. J'ai dit de me faire l'audit. Ils n'ont pas pu me monter un forage. J'ai dit il faut le sortir. Allez-y, amenez-le ailleurs. Parce que c'est comme ça qu'on vivait. Il vous suffit d'être effronté, d'avoir des réseaux, de crier, de menacer. On te laisse. Si des gens vertueux veulent te toucher, tu fais des bruits, tu mens sur eux, je l'ai amené de l'argent, je l'ai corrompu. Parce que quand on veut tuer un responsable politique, l'arme atomique, c'est la corruption. Il sort, il amène son pays. Il dit, tu sais, moi je suis rentré dans son bureau, il m'a demandé des milliards, je n'en ai pas. Il sait que la semaine prochaine, il risque d'avoir des problèmes. Alors qu'il sait que c'est lui qui a voulu aller corrompre. Et il sait ce qui lui attend. C'est plein comme ça. Des gens qui prennent les voitures de l'État, ils prennent l'argent de l'État, ils vont dans les réunions des mouvements séparatistes, ils financent les réunions, ils financent les résolutions, ils les multiplient avec l'argent de l'État. Ils sont dans les postes, au niveau de l'État. Tous ces gens-là, nous les avons identifiés, on va les déshabiller un à un et les mettre au service de la justice quand c'est nécessaire. Pour le reste, je crois que la justice malienne fait beaucoup de discernement. À un moment donné, beaucoup se sont acharnés sur Moussa Mara. Moussa Mara va aller en prison. Mais Moussa Mara, ce n'est pas n'importe qui. On dit dans sa gestion en commune, quand il est impliqué dans du faux, il faut l'arrêter, pourvu qu'on le voit en prison. Parce que certains, c'est ce qu'ils cherchent. J'ai constaté que la justice malienne a fait du discernement. Ils l'ont inculpé. Ils l'ont laissé sous contrôle judiciaire. Il mène ses activités. Le jour si quelqu'un a des preuves, il va les montrer. Mais une personnalité comme ça, la justice malienne a décidé de ne pas de sortir du débat politique. Parce qu'il est utile à la santé de la démocratie. Mais si c'est avant, il suffit qu'on dise que Moussa Mara est impliqué dans les malversations foncières, mais on le met en prison. Maintenant, il y en a qui ont fait de ça leur profession au Mali. Vous savez, depuis un certain temps, il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils dorment jusqu'à midi. Ils se lèvent, ils prennent leur petit déjeuner. Ils appellent leur garde-corps, ils rentrent dans un 4x4. Il va sur une radio. Il se met à dénigrer des responsables qui savent qu'ils ne sont pas propres. Il l'appelle, on lui donne de l'argent. Il y a une catégorie de gens qui vivent de ça au Mali. Nous les avons identifiés, on va les neutraliser. La justice dit, va les neutraliser. Chacun doit vivre du fruit de son travail. Vous imaginez des gens qui vont chez des ministres, qui sont eux-mêmes malhonnêtes, qui vont dévoiler leurs secrets, leurs plans diaboliques de neutralisation de certaines personnalités, mais qu'il faut discréditer dans les médias. Ils donnent de l'argent à quelqu'un. On les enregistre. Quand on les touche, tout le monde se lève, c'est la liberté de presse. En réalité, c'est un criminel qui porte atteinte à l'honneur des gens. Vous avez votre femme, vos enfants. On va raconter des histoires sur vous. Moi, dans mon lit, une fois, madame me dit, mais pourquoi toi, tu ne portes pas plainte? Vous avez le cœur trop dur, les politiciens, là. J'ai dit, mais tu sais, je ne porterai jamais plainte contre un homme politique et un journaliste. Mais si je porte plainte contre... La prochaine fois, il va dire qu'avec une bande organisée, on a été violé sa femme. La semaine d'après, ils vont dire qu'on nous a pris dans un lieu de cambriolage. Je vais passer mon temps dans les tribunaux. Il fait un débat politique. Laissez-le. Mais après, on a multiplié, on a donné à des radios. Pendant 2 mois, on était sur mon dos. Les voleurs, les tueurs. Mais au bout de 3 mois, ça s'est éteint, parce que c'était fou. J'ai même vu un ministre qui a pris des vidéos de sa fonction, usurpation de fonction. Un dossier qu'il a retiré
à la justice malienne pour s'en approprier, prendre des arguments là-dedans pour faire son combat politique. Mais ça, ce n'est pas la liberté de presse. Ces genres de gens, ils sont très bruyants au Mali. D'autres sont dans des complots pour déstabiliser le régime. Ils prennent l'avion, ils vont dans un pays, ils changent là-bas, ils font 3 mois de tour, ils reviennent. Ils ne savent pas qu'on les suit. Ils vont prendre les éléments de langage dans un pays. Ils viennent, ils font les cellules dormantes, ils font 2-3 semaines, ils ne disent rien. La 4e semaine, ils prennent, ah oui, telle chose et telle chose. Petit à petit, on multiplie dans les radios, on publie bien des gens, ils viennent de l'extérieur, on réunit des hommes de certains, moi je connais. On dit le plan maintenant, le prémisse là, il faut que le président n'ait qu'à balayer. Ou qu'à faire qu'à bonyoana. Chacun prend ses sous, il travaille pendant une semaine, ils viennent se retrouver. Est-ce que le bilan va, est-ce que Oumamekou qu'elle est là, même s'il faut mentir. Un jour, j'ai vu qu'on a dit que je me suis bagarré avec le ministre de la Défense et que c'est Ibrahim Kassa qui est venu nous séparer. Quand je suis venu, les femmes qui étaient là-bas, mais est-ce qu'elles les ont vues? J'ai dit, mais non. Il dit, mais ça, ce n'est jamais arrivé dans notre gouvernement. Il dit, le ministre de la Défense, c'est l'un des plus courtois et les plus respectueux des droits d'aînesse. Mais beaucoup de Maliens ont cru. Mais ceux qui ont organisé ça, nous, on les connaît. Ceux qui ont pris l'argent, qu'est-ce qu'il fallait faire passer? L'objectif, c'était le prémisse, là, il faut les déstabiliser. Président Mabla, CNT Mabla, Ayani Kelen Donyo Wanadron. Mais on est allé jusqu'ici à venir dire que le M5 a pris de l'argent, 20 millions pour la campagne référendaire. Ils n'ont rien eu. J'ai appelé celui qui a été accusé. Je lui ai dit, il faut laver ton honneur. Tu es président par intérim. Si tu sais que tu as pris, va l'avouer. Il dit qu'il n'a pas pris. J'ai dit, allez-y en justice. Mais quand le monsieur a été convoqué, qu'il voyait les portes du lycée technique de Bamako-Kourala s'ouvrir pour lui, pour ne pas avoir des oranges et des bananes là-bas, il a fini par dire la vérité, c'est qu'on m'a dit de dire. Sinon, je n'ai pas vu à la Kama. Je leur ai dit, vous savez, nous, notre objectif, ce n'était pas de mettre un homme politique en prison, c'est d'éduquer les gens. Ce monsieur-là, il ne faut pas porter plainte contre lui. Gardez tous les documents de l'huissier, sa reconnaissance de sa faute, et ça suffit. Il faut avoir l'esprit de grandeur. Si vous le mettez en prison, l'opinion ne verra que l'adversité politique. Et puis, il travaille dans une institution, on va dire au chef de cette institution que c'est le président du M5 RFP, Premier ministre qui a organisé ça. Il va se sentir vexé, il n'a pas la même lecture que nous. Dès lors qu'il a fait le lavé, vous faites une conférence de presse, vous dites ce que c'est et vous tournez la page. Mais ça s'est passé au Mali. Bon, des gens comme ça, quand on les poursuit, ils vont dire que c'est contre la liberté. Ou bien des gens qui veulent déstabiliser le régime. Vous avez des films, vous avez des enregistrements contre des gens qui se sont réunis en bande organisée, ciblés et responsables pour le faire tomber. 2 fois, 3 fois. On leur dit d'arrêter, ils ne veulent pas. J'ai appelé un ambassadeur, j'ai dit, ce que vous êtes en train de faire ne fait pas partie de vos activités légales, il faut arrêter. Il réunit des Peuls, il réunit des Dogo, des Touaregs, il réunit il dit, bon écoutez, dès que vous allez apprendre que les Russes sont au Mali, levez-vous, on va vous donner l'argent, faites des pancartes. Parce que dans la doctrine russe, toute personne qui détient les armes sans l'autorisation de l'État, c'est un terroriste. Donc, pour qu'on ne confonde pas votre communauté, il faut vous préparer. J'appelle l'ambassadeur. Je l'ai mis en garde. Il a essayé de nier. J'ai dit que nous, on ne parle pas au hasard. Il a continué. J'ai dit au ministre des Affaires étrangères de l'appeler et de lui dire d'arrêter. Il n'a pas voulu. Vous connaissez la suite? On va dire que l'armée a tué des Mauritaniens à la frontière, qu'on les a enterrés. Les autres ont fui dans les bourses. Et ceux-ci sont revenus pour ouvrir les fosses communes, pour compter les morts. Et parmi les morts, ils trouvent 2 qui sont Mauritaniens. Et on paye de l'argent à quelqu'un à Bamako. On l'appelle de je ne sais où. Il confirme. Et le lendemain, c'est dans la radio. Voici ce que l'armée malienne. La personne à qui on a donné l'argent, on le sait. Des gens comme ça, quand on les prend, on va dire qu'on a touché à leur liberté. Mais les gens, est-ce que vous imaginez
Une population qui fuit dans la brousse, qui revient, qui ouvre des fosses communes, qui trouve des morts, qui compte et trouve parmi ces morts-là des citoyens d'un pays. Et le lendemain, tu entends les citoyens, un ministre de ce pays dire que le Mali exagère. Nous, on va couper nos relations avec le Mali. Et c'est ça l'objectif qu'il veut rechercher. Sauf que nous, on a gardé notre sang-froid. Partout où les gens faisaient des voyous, il faut boucher la porte. Les citoyens honnêtes, là, ils n'auront rien, en tout cas que je sache. Le président nous le dit, je ne sais pas s'il y a des choses qui se font dans le dos du gouvernement. Mais le président même a l'habitude de nous dire, la justice et l'équité dans le pays. Tant qu'il n'y a pas d'équité et de justice dans notre pays, même si on prend tout le pays avec les armes, il n'y aura jamais la paix. Il faut qu'il y ait la justice, l'équité et aussi que les gens comprennent pourquoi ils sont là. Vous imaginez un espace ici, là où il y a Ogobanya l'autre jour. L'État l'a remblayé à 2 milliards pour en faire la place de l'obélisque. Vous avez des membres de l'oligarchie qui décident de le vendre à un étranger à 300 millions. Et ces messieurs, vous les voyez dans les médias, lui aussi il veut être président. Et tu touches à ton cheveu, on va vous dire que... Mais on a tout son dossier. Là-bas, là, ça ne coûte pas 6 à 10 milliards. L'État l'a rempli à 2 milliards, classé d'utilité publique sous ATT. On vient par une simple lettre, on affecte à un individu, à 300 millions. Mais quand vous avez des choses comme ça, vous êtes obligé de travailler d'une certaine manière où ceux qui ne sont pas avec vous ne comprennent pas. Mais Tognoli, moi je dis toujours à mes camarades, Tognoli Mani, tous les pouvoirs qui ont chuté ici, c'est parce qu'ils sont arrivés à un moment où les gens ont abusé. Donc si on veut que le pouvoir de la transition la dure, restons collés aux intérêts du peuple, Angana Machitoni, protégeons les pauvres. J'ai des lettres ici des paysans qui ont menacé de se suicider parce qu'on leur a tout retiré pour aller en conseil des ministres, prendre un décret, changer la vocation de leurs terres pour les donner aux plus riches. Il dit qu'ils vont se suicider si on ne répare pas. Mais Assimi Goïta paie à l'âme de ceux qui se sont suicidés déjà, parce que je crois qu'il y en a qui sont morts. Ceux qui sont vivants, on a décidé de réparer, de les mettre dans leurs droits. On ne peut pas continuer. En réalité, ce qui se passe chez nous, monsieur le Premier ministre, moi je vous parle honnêtement parce que votre franchise fait que je ne peux pas jouer avec vous. Je préfère vous dire ce que je pense, parce que je crois qu'aller exposer ses idées à ce niveau, c'est la preuve d'un homme d'État qui est prêt à tout assumer. Ce que nous faisons, c'est à la suite d'une analyse objective, que des hommes et des femmes se sont organisés, de collision avec des forces étrangères, dont certains se disent des amis, pour vassaliser le Mali et faire disparaître notre pays à terme. Et nous avons décidé que la minorité qui croyait à ça au début, parce que les causes justes ne sont jamais défendues par la majorité au début, ceux qui croyaient à ça, avec l'armée en tête, il faut qu'on remette en cause. Mais quand c'est remis en cause, si on veut de l'avant, loin, on va ensemble. Si on veut jouer au victorieux, mettre tout le monde les balancer, ça va reprendre dans quelques temps. Si quelqu'un a un tort, que lui-même revienne, on corrige les torts. En ce moment, tout le monde est à l'aise. C'est pour cela qu'il y a ces problèmes-là sous la transition. C'est important que je vous l'explique. Les questions d'énergie, vous en avez parlé. Effectivement, c'est l'un des grands soucis des Maliens aujourd'hui. L'autre jour, quand j'ai rencontré le comité stratégique du M5RFP pour la présentation des vœux, j'ai parlé, je crois que tout le monde a entendu. La gravité de ce problème que vous soulignez, aucune personne de bonne foi ne peut nier. Mais ma position est la suivante. J'en parle avec le président toutes les semaines. Et le président est extrêmement sensible. Il dit qu'il ne laissera rien qui ne sera pas dit au Mali. Parce qu'il faut d'abord dire la vérité. Bon, la justice est sur ce dossier. Je préfère ne pas trop en parler en plus.
Parce qu'il y a plein de choses. Vous regardez, moi j'ai mon discours présidentiel de 2002. C'est sur YouTube. Comme vous et nous, on est grands amateurs des réseaux sociaux. Je sais sur Facebook, Moussa Mara, jusqu'en 2010, c'était le meilleur des hommes politiques, mais je le battais sur YouTube. C'est vrai, je confirme. Là-bas, donc, vous avez une vidéo où j'ai parlé de l'énergie. J'ai dit qu'on va nous arrêter à partir des années 2000. Parce qu'on faisait de la démagogie. On n'investit pas dans la production des ressources qui donnent l'énergie. On est dans la spéculation, les carburants, on vend, on multiplie, on surfacture, on fait des exos. Mais qui a fait les barrages? Les centraux thermiques? C'est à ça que le Mali était prévu, mais on n'a pas fait. Le CRES avait été créé dans les années 80 pour qu'à l'horizon 2000, tous les Maliens marchent à l'énergie solaire sur leur maison. Et que les barrages et autres servent à supporter l'industrie. Mais on n'a pas fait ça. On est resté dans les discours, on n'a pris personne. Hein. Tous ceux qui ont dit quand il a eu chaud là, le problème de l'énergie, il n'y a pas d'investissement dans la production de la capacité énergétique. On s'est mis à faire la démagogie, on a cassé les coûts de l'énergie pour satisfaire là où il y a les groupes de pression, les élèves, les villes, les militaires. Le reste des Maliens, on les laisse. Mais au lieu de donner les 10% d'énergie baissée, il faut donner à ceux qui n'en ont pas. Mais on n'a pas peur d'eux. On a peur de ceux qui marchent, qui cassent, qui font du bruit. Les commissaires au compte viennent. Vous avez été commissaire au compte d'Eden. Vous connaissez mieux que moi. Ce n'est pas maintenant que vous avez vu, sauf si vous avez fermé les yeux. Mais si jamais vous dites tout là, les prochains contrats, là, on va dire que vous êtes un mauvais commissaire. Dans les affaires d'Eden, vous les connaissez mieux que moi. Moi, je les connais parce que dans l'opposition, j'ai pris tous les secteurs, les étudier un an. Ce n'est pas ceux qui font du bruit pour juste avoir de l'argent maintenant. Et quand on les prend, ils crient aux voleurs, alors que c'est eux-mêmes qui étaient les voleurs. Comment vous imaginez qu'un chroniqueur de radio se permet sur les radios de parler de la vie privée d'un Premier ministre, de ce qu'il fait après 19h? Mais qui lui a donné? Un soi-disant journaliste qui est en ville, qui lui a donné ces informations? Ou un bureau de l'AM qui est élu avec ses coupes, ses bidons d'essence et tout, en tout cas il est élu. C'est les services de sécurité qui viennent ramasser tout le bureau, les interner pendant des jours et leur faire écrire une démission. On met le feu dans la voiture ou je ne sais quoi déjà. Les gens sous la peur, ils démissionnent. Et celui qui n'a jamais été élu, on vient l'implanter, on fait tout. Mais le Mali ne peut pas marcher comme ça. Les professeurs ont peur des élèves. Être responsable, ça devient une source de revenus, comme pouvoir d'État. Vous avez des stations, vous déterminez qui passe à l'examen, combien passe. Le professeur l'élève qui ose de faire la morale, expliquer, on dit que lui c'est un partisan de la dictature. Mais il faut qu'on mette fin à ça. Moi j'ai dit au professeur l'autre jour, l'avenir du Mali c'est la jeunesse, c'est la richesse. Mais un pays où c'est les coupes, les muscles qui déterminent les décrets en conseil des ministres, qui est professeur, c'est pourquoi j'ai dit l'autre jour, même l'autre jour j'ai vu sur mon conseil, j'ai dit docteur, professeur là, il faut enlever de mon nom. Parce qu'au Mali, tous les faux docteurs qui ont passé leur temps en France sans jamais finir des études, ou des gens qui n'ont jamais enseigné, on est venu mettre professeur, docteur, pour impressionner les Africains. Tout ça on a vu au Mali. Quand on a vu comment les Maliens ont du talent, on a vu des jeunes Maliens venus du monde entier, classés parmi les 3-4 premiers, partout. Science tenante, la décision a été prise de créer une université de la robotique et de l'intelligence artificielle. Parce que l'avenir, c'est eux. Hier, j'ai reçu un inventeur ici. J'ai dit, c'est vous l'avenir. Un pouvoir politique doit faire en sorte que vous réussissez. Mais tout le monde fait marketing, économie, gestion. Mais la richesse, là, il faut d'abord la créer avant de la distribuer. Mais les 80% des gens aujourd'hui sont dans la distribution. On gère ça parce que, et comme vous-même vous l'avez dit, n'y a 10 000 de dos, quoi.
Comme le cas d'Eden, les courants sont coupés. Sinon, beaucoup de la société, c'est comme ça. C'est pourquoi on a décidé de tout refonder. C'est ce qu'on est en train de faire. Et je crois que la justice ira jusqu'au bout de son travail et que personne ne va prospérer sur le malheur des Maliens. Le président ne l'acceptera pas. Le gouvernement de transition ne l'acceptera pas. Le peuple malien ne l'acceptera pas. Le Conseil des nations de transition, je crois, ne l'acceptera pas. Je suis d'autant plus convaincu qu'ils ne l'accepteront pas que tout ce qu'on est en train de faire, c'est parce que le CNT a donné son quitus le 3 août 2021. C'est eux qui ont donné le visa pour commencer à travailler. Sinon, avant, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. C'est à votre temps seulement qu'on a su qu'un Premier ministre peut présenter la délégation de politique générale en quelques semaines. Avant, quand on est arrivé, il y a des premiers ministres qui ont fait 2 ans, ils ne sont jamais allés à l'Assemblée. D'autres ont fait 6 mois, nous on a fait 6 semaines. Et ces 6 semaines-là, si le président de la CNT n'avait pas pesé de son poids et n'avait pas une claire conscience de sa mission, il y avait beaucoup d'agitateurs dans les coulisses qui ne comprenaient rien, qui voulaient recaler. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est avec l'accompagnement, la bénédiction officielle des hautes autorités de la transition sous la direction de son président. Souvent, je rappelle aux uns aux autres, parce qu'on pense que les gens là, ça c'est dans les causeries. Mais moi, je suis conscient que s'ils avaient bloqué la déclaration de politique générale, on allait avoir des problèmes pour avancer. Donc aujourd'hui que ça marche là, il faut rappeler leur rôle. Dans ce système-là, c'est bon que les orientations et les convictions du président de la transition, les orientations et les convictions du Premier ministre, les choix déterminés et souvent difficiles du gouvernement de transition, l'accompagnement et le soutien à toute épreuve du Conseil national de transition et la détermination des militaires maliens. C'est ce qui a fait qu'on est là où on est. Des militaires maliens. Parce que je vous assure que tout a été fait pour nous séparer. Ce qui s'est passé à Gao, à Tombouctou, sur le bateau Tombouctou, c'était organisé par des forces étrangères, des services secrets de certains pays, avec certains membres de ce qu'on appelle le CSP. Ils l'ont assumé, mais nous on a les preuves aujourd'hui. Pourquoi on va tomber sur 200 personnes les tuer? Parce qu'on voulait nous paniquer. Pendant ce moment, on trouve des gens qui disent vraiment, vous êtes trop belliqueux, nous cherchons la paix. Mais c'est des gens qui étaient en mission commandée. Pendant 10 ans, le Mali cherche la paix. C'est maintenant qu'il faut aller à la paix. Il ne faut pas être belliqueux. Effectivement, cette question d'énergie, je crois que fait partie des points pour une question d'honneur que la transition doit régler. Et comme vous le dites, moi j'ai reçu des hauts responsables d'EDEM. Récemment, ils ont eu le même souci que vous. Ils disent que la chaleur va arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? Le président, tous les jours, a fait de la question d'énergie une affaire personnelle, exactement comme les opérations militaires sur le front. À partir de ce moment, souhaitons-lui bonne chance et demandons à la justice d'aller jusqu'au bout. On ne peut plus accepter encore certaines formes d'injustice. On ne peut plus les accepter. Ensuite, la question de l'économie. Je suis le premier dans le gouvernement. Dès que le gouvernement a été formé le 1er juillet 2023, au premier conseil de cabinet qu'il y a eu, et à la réunion avec les sincères, j'ai dit que le patriotisme, l'engagement militaire, la ferveur patriotique, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais si on a la vision de l'histoire, concentrons-nous sur l'économie. C'est l'économie qui maintient une société en vie. Les discours patriotiques, nationalistes, ça tient les gens, personne n'en aura plus que Modibo Keïta. Mais à la fin, l'économie n'a pas suivi. Ne tombons pas dans les mêmes erreurs. L'armée n'a jamais été plus puissante que sous Moussa Traoré. À la fin, les problèmes économiques aidant, avec ce que vous savez, il est parti. Donc la leçon qu'on doit tirer, c'est de nous occuper de l'économie du pays. Tant que l'économie ne marche pas, ces discours-là pendant une période,
Mais le lendemain, vous avez vu, on m'a vilipendé partout. Qu'il a lâché les militaires, il a tourné le dos. Heureusement que quelques jours après, je crois que le président arrivé à Caille a donné l'estocade là-bas pour montrer que les questions économiques, comme vous le dites, sont devenues plus compliquées, comme vous l'avez dit aujourd'hui. Parce qu'il y a des conseils d'administration où les dossiers du Mali sont bloqués systématiquement et nommément par des pays. La situation économique est difficile pour tout le monde. Donc, vous faites bien de dire au gouvernement, attention, attention, attention. Ne laisse pas en dernier plan les questions économiques, surtout que vous êtes un économiste et financier. Vous avez les questions d'opinion, je crois que j'en ai parlé. Le retour à l'ordre constitutionnel maintenant. Moi, je vous ai entendu plusieurs fois. La différence entre votre discours et certains, c'est qu'il y en a qui disent « allons-y aux élections ». J'ai dit « mais ces gens-là, on dirait qu'ils sont en 2021. Ils n'ont pas vu ce qui se passe actuellement. » Mais vous, vous dites 2024, fin 2024, mi-2024, dites-nous quelque chose et expliquez-nous pour que ça le soutienne du peuple. Ça, c'est une approche, me paraît, positive, constructive. Il y a beaucoup de paramètres que je crois le ministre de l'administration territoriale a donné l'autre jour. Je me dis seulement, imaginez-vous un peu qu'on fasse les élections en octobre, Kita n'était pas pris. Qu'est-ce qu'on allait faire? Imaginons qu'on avait bouclé de chasser ceux qui complotent contre le Mali. Comment on allait faire? Il y a d'autres problèmes. C'est pour cela que l'autre jour, le ministre de l'administration, je crois, a dit, ce que j'ai compris, peut-être je reviendrai sur ces choses-là dans mon intervention plus tard, quand je vais passer à la télé, que les élections aujourd'hui doivent être une priorité et le sont pour le gouvernement. Et que tout report aujourd'hui doit être expliqué, je crois, aux Maliens. Parce que quoi qu'on dise, on a beau expliquer aux Maliens que les élections ne sont pas primordiales. On l'a fait pendant 2 ans. L'autorité s'est imposée. Mais aujourd'hui, là, il faut lâcher du lest. Il faut expliquer aux gens quand ça va finir. Surtout que tout le monde nous attend au tournant. Les affaires du Mali nous attendent au tournant. Ils disent que c'est un gouvernement militaire et transitoire qui veut que son transit-là ne finisse jamais. Il vaut mieux qu'on aille tout droit. Si jamais on va tourner, ils vont déstabiliser le pays. Donc on a intérêt à suivre les conseils que vous et d'autres Maliens ont dit. Donnez-nous une date. Et je suis convaincu que l'administration est en train de travailler sur cette question pour soumettre aux hautes autorités, dans un délai que je pense doit être raisonnable, ce qui doit être fait. Pour le reste, la défense du pays, nous allons continuer à armer notre pays. Personne ne viendra plus jamais s'imposer à nous faire un État vassal. Personne. Deuxièmement, la lutte contre la corruption, elle va continuer des plus belles. On ne peut plus accepter ce que je vous ai dit là. Qu'on prenne les terres des pauvres pour donner aux riches. Qu'on prenne les terres à Bamako pour donner à des riches qui veulent spéculer pour venir prendre le pouvoir. Vous étiez là quand vous étiez Premier ministre. On a soulevé, on vous a fatigué avec cette histoire d'avion. Vous allez vous débattre comme un beau diable. Chaque fois que vous dites quelque chose, le lendemain on transforme et puis il y a autre chose. Et vous avez parlé de 9 milliards. On vient de trouver maintenant, 56 milliards ont été sortis des caisses de l'État. Pour un avion, qu'on nous a dit qu'il a été payé à 18 milliards, 19 milliards ou combien. Mais monsieur le Premier ministre, on ne peut pas laisser passer ces choses-là. C'est tout. Maintenant, ceux qui sont concernés vont faire beaucoup de bruit, mais ceux qui n'ont rien fait, ils n'auront aucun problème. Dans l'affaire des DEM, on a embarqué beaucoup de gens. Il y en a qui ont fait des délégations pour venir chez moi. Monsieur le Premier ministre, j'ai dit, vous êtes trompé d'interlocuteur et de porte d'entrée. Les affaires de la justice, les data là. Les affaires militaires, on fait le débat là où je dois donner mon avis, je donne. Je m'occupe des questions politiques. Tous ceux qui ont été inquiétés dans cette affaire, si la justice arrive à la conclusion qu'ils sont blancs comme neige, ils vont être libérés. Mais au début, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. C'est trop compliqué là-bas. Je suis convaincu que parmi tous les gens qui ont été arrêtés,
Bon, peut-être un jour viendra, il y en a qui vont être totalement blanchis. Mais tout de suite là, j'ai dit qu'en tout cas, moi, je ne fais pas partie de ceux qui partiront de ça. Des affaires d'énergie. Et la Comatex, des gens l'ont tué ici. Vous savez, un jour, on m'appelle une autorité que les gens veulent faire une manifestation, que parce que le premier est venu, il a fait une fausse promesse, il est parti. J'ai appelé ce responsable. J'ai dit, celui-là qui veut organiser les manifestations, appelle-le à le matin de bonne heure. Il faut lui dire qu'on sait celui qui l'a téléphoné de Bamako. Ce n'est pas pour les travailleurs, c'est pour déstabiliser le régime. Sinon, on est venu trouver qu'il n'y a rien, c'était un abandon. On a trouvé la solution. Le peu de temps qu'on fasse les ajustements, on va venir nous mettre la poudre encore sur la tête pour nous brûler la tête. Mais depuis qu'il l'a dit, il n'est plus sorti. Parce qu'il croyait qu'on ne le voyait pas. Déjà, ils ont eu leur argent, c'est fini. Le président y a mis un point d'honneur pour faire répartir la Comatex. Et MPP, les gens l'ont vendu, c'était mort. C'était la première grande usine en Afrique. Tous les chefs d'État, ceux qui sont un peu plus âgés, dans les années 90, quand quelqu'un vient ici, c'est là-bas que le président l'appelle pour visiter. Même si celui qui a eu l'initiative était en prison, on dit qu'il n'a rien fait. Celui qui est venu seulement être président ce mois, il le montre à ceux qui viennent à Bamako. Mais on l'a tué. Mais les membres de l'oligarchie qui étaient complices de ça, ils sont connus. Le président a tout fait pour le faire repartir. Les rails, vous êtes là. On est venu nous montrer un train avec les drapeaux du Mali à la veille des élections. Les gens ont voté, on n'a pas eu de train, on n'a pas eu de drapeau. Mais aujourd'hui, le président nous a dit qu'il faut que les rails marchent. Si les rails ne se lèvent pas, il n'aura pas d'espoir. On l'a mis en marche. Maintenant, il y a des considérations géostratégiques qui font que le train ne peut pas aller au port. Mais ça, c'est un autre débat. Mais nous savons pourquoi c'est fait. Mais les gens qui sont impliqués dans ces choses-là, s'ils viennent crier pour dire qu'on est en train de les poursuivre ici, mais il faut les laisser parler. En tout cas, ce que moi je sais, personne ne peut vous dire que Oubina Mogoka comme ça. Maintenant, Nika tient Bibolo, tôt ou tard, vraiment, c'est ce que je voulais vous donner comme assurance. J'ai entendu dans plusieurs déclarations, je suis beaucoup les chefs de partis politiques. Le 7 janvier, je crois, vous avez fait une déclaration qu'on a interprétée dans la presse, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Bon, ça c'est votre analyse d'homme politique. En tout cas, nous, on est sur nos gardes. Les chemins que les Maliens ont inscrits dans leur constitution, à l'article 33 et l'article 34, l'article 33, c'est les 3 principes édictés, qui ne sont plus celles du président ou du Premier ministre, mais de la Constitution. L'article 35, 34, c'est pour interdire désormais à tout détenteur du pouvoir politique de l'utiliser à des fins personnelles. Ceux qui suivent ça, on est ensemble. Celui qui ne suit pas ça, il veut autre chose. La justice va s'en occuper. Pour le reste, on va rester vigilant. Parce que c'est un régime qui ne sera jamais laissé en paix. Beaucoup ont décidé d'en finir. Et ils travaillent à cela. Et l'embrouille, le bruit, le cafouillage qu'il y aura dans les élections, pour certains, c'est une aubaine. C'est pourquoi je dis que votre position qui consiste à dire que vous voulez qu'on élise des autorités. Vous ne dites pas c'est dans 2 semaines, c'est dans 3 semaines. Clarifiez, l'essentiel pour vous, c'est que ce qui sera décidé là soit partagé avec la majorité des Maliens qui doivent s'y reconnaître. Moi, je pense que c'est l'approche la plus pédagogique et la plus normale. Pour le reste, il n'y a aucune volonté de bloquer les choses. La seule volonté qui existe, que nous devons clairement affirmer, c'est de remettre le malade Mali debout. Les élections seules ne font pas une nation. Aucune de ces nations dont on parle n'a commencé sa reconstruction par des élections. Ils ont reconstruit les nations et parallèlement, je ne dis pas d'attendre de finir, parce que la nation, une nation ne finit jamais. On fait des élections. Comment voulez-vous qu'une personne qui détourne 7 milliards au lieu d'acheter un équipement de tout genre, met les 7 milliards en poche, on ne le touche pas. On prend des ministres qui font des virements de 800 millions
d'une banque ici à l'extérieur. Ils restent dans le gouvernement. La campagne, ils viennent, ils prennent 1 milliard, ils vont corrompre les pauvres. Ils restent encore dirigeants. Mais ça, là, on ne peut plus l'accepter. Or, il y a beaucoup qui criaient élection, élection, dja au debout boulot. Ceux qui crient élection parce qu'ils veulent des élections démocratiques, et eux là, ce n'est pas la même chose. Ils se disent seulement si ces gens-là durent là, ou bien briefini boneka. C'est tout. Sinon, on est conscient aujourd'hui qu'il faut préparer et aller aux élections pour sortir de cette impasse. Pour ne pas qu'on aille nous attendre au tournant alors que nous on veut aller tout droit. Parce que tous les adversaires du Mali, depuis qu'on a pris Kidal, vous allez remarquer, ils ne parlent plus. La CEDEAO a fait un sommet, elle n'en a pas parlé. Ceux qui disaient que le Premier ministre, le président, c'était des aventuriers, ils sont clivants, ils se sont tués. Ils disent même qu'ils vont aller nous féliciter. J'ai dit, on n'a pas besoin de félicitations. Nous, on n'a pas fait ça pour être félicités. Rejoignez le train du changement. Mettez vos connaissances, vos capacités au service de l'État malien. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que personne ne vienne me dire que tel était ADEMA, tel était RPM, tel était SINID, tel était MPR, tel était ASMA. Ça, c'est le passé. Maintenant, c'est le Mali. Cette leçon, je l'ai tirée d'une leçon du président. Vous savez, chez nous, on parle de 5 colonels, c'est un oubli même qu'il y a un Premier ministre. Ça, c'est pour vous rigoler un peu. Un jour, le président m'a dit, vous savez, les milliers de soldats qui meurent sur le terrain, s'ils n'avaient pas accepté de suivre le mouvement, les 5 colonels ne pourront rien faire à Bamako. Là, ça m'a piqué au vif. Parce qu'effectivement, le Mali, ce n'est pas les 5 colonels seulement. L'armée malienne, c'est tous les soldats. Le Mali, ce n'est pas les M5 seulement. Je l'ai dit aux gens du M5. Le Mali, c'est tous les Maliens. Même ceux qui étaient dans les anciens partis, qui ne comprenaient pas ou qui n'avaient pas les données ou qu'on a trompé, et qui décident aujourd'hui de changer le Mali, quelle que soit leur appartenance politique, c'est eux qui doivent reconstruire le Mali. Dans une union sacrée autour des autorités de la transition. Vraiment, c'est ça notre vision. Et je crois qu'il serait bien que vous continuiez. Il faut être obstiné. À un moment donné, certains ne vont pas vous comprendre. Quand tu as la vérité avec toi, il ne faut pas être trop versatile. Tôt ou tard, les gens vont revenir vers la vérité. Et quand les gens vont dire que vous changez de position chaque fois, ça apporte de l'argument à certains. Mais moi, je suis convaincu que quand un homme porte des idées, surtout un homme politique, il faut toujours le rencontrer, il faut discuter avec lui, il faut vous comprendre. Sinon, de notre point de vue, la transition n'a pas les problèmes aussi graves que vous pensez. La transition a des difficultés. Parce que le problème le plus grave, c'est d'avoir un État. La transition a fait qu'on a un État. Le plus grave, c'est qu'on a une armée. On a une armée. Le plus grave, c'est qu'on a une administration. On a une administration. Le plus grave, c'est qu'on a une nouvelle organisation constitutionnelle de notre pays. Nous l'avons. Nous avons aujourd'hui dans une position où personne ne peut plus s'imposer à nous, sauf Dieu et le peuple malien. Maintenant, les difficultés de gestion ne peuvent pas être assimilées, selon nous, à des choses qui mettent en danger la transition. La transition doit avoir l'intelligence de les prendre en charge et les gérer, au risque de les voir transformés en problèmes politiques. Le problème des EDEM, par exemple, c'est un problème, on dirait que c'est technique, c'est les ingénieurs, les financiers. Mais si on ne fait pas attention, à terme, ça va devenir un problème politique. C'est ça notre vision des choses. Pour moi, aujourd'hui, la transition, pour l'essentiel, a accompli une bonne partie de sa mission historique. La mission suivante, c'est de conduire le pays à bon port, organiser des élections dans lesquelles la majorité des Maliens se reconnaissent et que l'histoire retienne que ceux qui ont dirigé cette transition, à un moment de l'histoire, ils ont rencontré toutes les difficultés. Ils n'ont pas été compris par certains. Mais à la fin, ils ont fait de leur mieux. Les autres vont venir prendre le bateau et continuer. Est-ce que c'est d'autres qui seront élus? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est certains ici? Ça, c'est une autre part de l'histoire. Mais pour l'instant,
mes portes vous êtes toujours ouvertes. Tant que vous voulez discuter et négocier, c'est votre droit. Si vous avez des idées derrière, c'est votre droit aussi. Un homme politique qui n'a pas des idées derrière, j'ai dit dès le début, ça veut dire que ce n'est pas un homme politique. Ça veut dire que vous êtes dans la prospective. Vous voulez donner l'idée des rassembleurs. Mais qu'est-ce qu'il y a mieux de ça pour quelqu'un qui veut être candidat au présidentiel? Parce que pour l'instant, je crois que vous êtes le seul candidat annoncé. Les autres, là, certains font leur congrès. Après, on n'attend plus qu'il y ait un candidat. On ne sait même pas pourquoi. Mais vous avez été désigné. Donc si aujourd'hui vous jouez aux rassembleurs, vous partez vers toutes les forces politiques, vous parlez avec les gens, bon, vos adversaires vont dire que vous faites le malin pour vous présenter, donner une bonne image, mais c'est votre droit, c'est ce que j'ai dit à certains. Quelqu'un qui veut être président, il doit vendre son image. Attends, il ne faut pas qu'il attende les élections. Comme chez nous au Mali, il y a certains qui sont dans leur bureau climatisé. À la veille des élections, ils rentrent dans des 4x4, ils disent qu'ils vont voir la situation intérieure du pays. Mais vous avez fait 5 ans dans votre bureau climatisé. Maintenant, 10 jours des élections, vous allez dire, mais quelqu'un qui se lève, il dit, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord. Il fait la confrontation avec le pouvoir, il accepte. Mais le moment venu, je pense qu'on peut lui faire beaucoup de reproches. Il va dire qu'il n'a pas été compris. À un moment donné, mais à un moment donné, on a compris. Et tous les grands hommes politiques, là, ils ont été des incompris à un moment donné de l'histoire. J'ai sorti récemment, je termine par là, une lettre que ma femme m'a écrite pendant la conférence nationale de 1992. Quelqu'un m'a menacé de mort là-bas. Le soir, quand je l'ai raconté, le lendemain, il m'envoie une lettre. À la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu sais, tu vas rester longtemps incompris. Mais si tu es convaincu, reste sur ta ligne. Moi, je ne suis pas sur la même ligne que toi, mais ne change pas. C'est ça ta vision. Donc ta position, les gens vont la critiquer, il y en a qui vont vilipender, ils vont te faire la risée, ils vont sortir tes contradictions, et reste sur tes positions. Ton interlocuteur le plus sûr, c'est la vérité et le peuple malien. Sinon, tous les autres vont chercher à vous utiliser. Les amis, les ennemis, ceux qui ne comprennent rien, restez sur votre ligne. Voilà le sens que je donne à cette rencontre, qui me paraît éminemment importante, qui est différente de ceux qui viennent avec des revendications politiques pour partir. Ça, c'est de l'avenir du Mali qu'on a parlé. Et j'ai tenu à être long et franc, pour qu'à travers vous, tous comprennent comment nous réfléchissons. Qu'est-ce qu'on veut construire? D'autres élections, postes de responsabilité, partage du pouvoir, et gouvernement d'union nationale, ceci, on n'est plus dans ça. Et je crois que vous avez mis les points sur les idées, le départ. Vous venez avec des idées pour l'avenir du Mali. Et restez sur cette ligne, monsieur le Premier ministre. Ceux qui veulent vont vous écouter. D'autres ne vont pas vous écouter. On va vous accuser de ceci, de cela. Restez sur votre ligne. Ma conviction, c'est la vérité qui paie. Je ne peux pas vous dire que vous aurez raison ou non. Actuellement, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Mais il y a l'avantage qu'il y a une base de discussion. Et cette discussion-là ne peut jamais se transformer en antagonisme avec moi. Parce que c'est à travers ça qu'on s'enrichit. Tant qu'on n'a pas ça en tête, là, vous allez rentrer dans l'impasse. Merci, monsieur le Premier ministre. C'est ce que je voulais vous dire avant de lever la séance. Merci bien.